Bonjour à toutes et à tous, merci de participer à ce webinaire sur la mobilité, puisque nous allons parler de mobilité aujourd'hui. Donc je me présente, je m'appelle Baptiste Marie-Catherine et je suis le conseiller environnement à la Chambre de commerce et industrie du Puy-de-Dôme. On pourrait résumer mon poste en deux grandes missions: informer, conseiller et accompagner les entreprises sur les différentes thématiques environnementales, énergétiques, économie circulaire et prochainement sur la mobilité. En parallèle, je mène aussi des actions collectives pour aménager et développer le territoire, puisque la CCI est l'interface entre la sphère politique et le monde économique. Et donc nous travaillons de concert avec différents partenaires sur plusieurs thématiques, notamment la thématique de la mobilité, qui est la catégorie la plus transversale par excellence, puisque la mobilité est également un enjeu interne pour les entreprises, mais également un enjeu territorial. Donc je dis la mobilité, mais je devrais plutôt dire les mobilités, puisqu'en plus d'être transversale, elle est pluridisciplinaire. En effet, la question du trajet domicile-travail est plutôt perçue comme une compétence RH, mais lorsqu'on parle de mobilité des marchandises, on fait appel au métier de la supply chain et de la logistique. Donc en fonction du type de mobilité, on va s'adresser à différentes compétences. Changer de mobilité, c'est avoir une vision globale de l'entreprise. Et nous avons conscience que lorsqu'on parle de changement global au chef d'entreprise, on peut susciter une certaine inquiétude pour les dirigeants et les cadres qui ont des emplois du temps assez chargés. Donc c'est le but de ce webinaire, c'est de les rassurer et de leur montrer les alternatives qui leur permettent de travailler sur les différentes mobilités en fonction de leurs usages et de leurs besoins. Donc maintenant, je vais laisser parler les intervenants du webinaire. Donc on va organiser le webinaire de la façon suivante, avec une présentation une quinzaine de minutes par structure, suivi d'un temps d'échange pour apporter des compléments d'information et répondre à vos questions éventuelles. Donc je commence par le premier intervenant, Monsieur Cambourieux, du SMTC, qui est le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise. Donc bonjour, déjà, Monsieur Cambourieux, Bonjour vous à tous. travaillez à la direction offre, mobilité et territoire du SMTC. Alors, les collectivités sont des acteurs clés des mobilités, à la fois pour les particuliers et les professionnels. Cependant, nous connaissons principalement les dispositifs pour les particuliers. Alors ma question, c'est quels sont les outils d'une structure telle que la vôtre pour inciter, mais également aider les dirigeants à améliorer leur mobilité? Merci de m'offrir ce temps de parole pour justement présenter un petit peu la démarche que mène le SMTC. Donc aujourd'hui, effectivement, je viens vous parler d'accompagnement aux professionnels dans le cadre de ce qu'on appelle les plans de déplacement en mobilité employeur. Donc, le SMTC, Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise, en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, se doit d'organiser et de financer les transports en commun. À ce titre, nous devons également accompagner tous ces acteurs et notamment donc les professionnels. Le plan de mobilité employeur, je vais vous le présenter rapidement, de par son cadre réglementaire, sa définition, les enjeux et effectivement l'accompagnement que le SMTC propose. Donc avant tout, un cadre réglementaire. On se doit effectivement de porter à connaissance de tous les employeurs du ressort territorial du SMTC des obligations qui leur incombent. La loi d'orientation des mobilités, loi qui est passée fin 2019, impose à chaque employeur, entreprise et administration de plus de 50 salariés sur un même site euh, d'intégrer un volet mobilité dans ses négociations annuelles obligatoires. Évidemment, c'est pour améliorer la mobilité du personnel, mais également de répondre à certaines ambitions comme celle du développement durable, économique, évidemment social et environnemental. Par rapport à tout ceci, quand on a intégré un volet mobilité dans nos NAO, c'est très bien. Si tant est qu'on ne sache pas comment le faire, le plan de mobilité employeur est l'outil adéquat. Donc le plan de mobilité employeur, c'est avant tout un document donc composé d'un diagnostic mobilité et d'un plan d'action. Évidemment, on va savoir un petit peu comment on fonctionne au sein de notre entreprise, tant sur les déplacements domicile-travail, comme vous l'évoquiez, Baptiste, mais également sur tout ce qui est flux lié à l'activité professionnelle. Ce diagnostic étant réalisé, on met généralement
en place un plan d'action pertinent qui oriente évidemment sur les pratiques et déplacements vers les modes de transport plus vertueux. Ce plan de mobilité employeur, effectivement, c'est avant tout pour en sortir plusieurs avantages, tant pour les employeurs, les salariés, mais également la collectivité. Euh, voilà. Donc pour l'employeur, évidemment, c'est avant tout une meilleure organisation des déplacements, la baisse des coûts, la meilleure accessibilité, réduction des problèmes RH, notamment par rapport à des accidents de trajet éventuellement, des problèmes de ponctualité liés au fait des congestions des axes ou des problèmes de stationnement. Pour le salarié, et c'est souvent ce qu'on vit, c'est diminution des frais, diminution de perte de temps et diminution du stress engendré par ces déplacements. Pour la collectivité, c'est pour ça que nous le portons également, c'est avant tout un apaisement des circulations en diminuant le trafic routier et augmentant la part modale vers les différentes solutions de mobilité alternative. Voilà. Donc, maintenant qu'on a dit ça, très bien, il faut le mettre en œuvre. Et c'est là où le SMTC, par le biais de sa démarche SMTC Pro, accompagne les employeurs à tout ceci. Les questions qu'on doit se poser, la façon de nous déplacer est-elle vraiment adaptée? Est-ce que c'est toujours indispensable et comment concilier évidemment ces mobilités avec la nécessité actuelle de limiter les contacts? Donc, on va rentrer dans le vif du sujet de cette démarche SMTC Pro qui accompagne l'employeur. Oui, alors ça, je l'avais déjà dit, effectivement, qui finance l'accompagnement pro du SMTC? C'est évidemment financé par le biais du versement mobilité que vous, employeur, versez à l'URSSAF. L'URSSAF reverse cette contribution au SMTC pour organiser les mobilités sur votre territoire. Donc effectivement, la démarche SMTC Pro est en somme un retour sur investissement pour les structures qu'on accompagne. Donc la démarche SMTC Pro en 5 étapes. Dans un premier temps, la préparation. La préparation, c'est évidemment définir une gouvernance, définir un périmètre, recueillir les données de base, à savoir un petit peu comment on fonctionne chez nous, le coût de notre mobilité, et donc s'engager à proprement dit avec le SMTC. Dans un deuxième temps, nous arrivons à la phase de diagnostic. Donc le diagnostic, comme je vous l'ai évoqué, c'est avant tout s'interroger sur nos usages. Donc on a l'étude d'accessibilité, positionner son unité de travail au milieu des solutions de mobilité, des contraintes, analyser les déplacements tant de domicile-travail, mais également liés à l'activité professionnelle, et également une enquête sur les usages qui se passe bien souvent de la manière suivante, un questionnaire aux différents salariés, mais également prestataires qui pourraient intervenir sur l'unité de travail. Nous avons également dans cette phase diagnostic un diagnostic cartographique qui est très intéressant et très important, qui permet de matérialiser sur une carte toutes les possibilités qui sont offertes à nos différents salariés pour venir au travail. Comment je peux vraiment venir au travail? Est-ce que la solution transport en commun est quelque chose de pertinent pour moi ou pas? Donc toute cette analyse par le biais de la cartographie nous révèle un potentiel de report modal vers telle ou telle solution. Donc une fois qu'on sait tout ça, on va se diriger gentiment vers un plan d'action. Là où le SMTC accompagne, c'est évidemment à monter des ateliers de concertation au sein de vos structures pour voir, pour prendre un peu la température, si toutes ces actions qui nous semblent pertinentes au vu du diagnostic vont être pertinentes pour nos salariés. La définition des actions, évidemment, on va identifier tant la cible que les échéances, que les pilotes pour que ce plan d'action soit pertinent sur le temps de la convention qui sera chiffré. Évidemment, ce sera donc chiffré et programmé. Une fois qu'on a fait tout ça, c'est le temps de la mise en œuvre. La mise en œuvre, nous avons donc un rapport technique complet en lien direct avec nos mobilités liées à l'activité professionnelle. Et donc, c'est le moment de l'information, de la sensibilisation au sein de l'unité de travail. On va, nous, SMTC Pro, proposer une signature de convention, conventionner ce plan de mobilité employeur pour une durée de 5 ans. Et donc, ça sera le moment d'animer autour de cette signature pour voir ce qu'il est intéressant de mettre en œuvre tout de suite, maintenant.
Une fois qu'on a fait ça, on n'abandonne pas l'employeur parce que c'est vraiment le temps où on va faire vivre ce document. Parce qu'un plan de mobilité employeur, ce n'est pas juste un document comme j'ai pu vous le dire, c'est avant tout un outil de travail, un outil du management de la mobilité. Et ça sera donc au cours de ces 5 années de convention un temps dédié au suivi et à l'évaluation. Chaque action ayant déterminé des indicateurs de suivi, on va les suivre avec attention ensemble pour voir si des actions correctives sont utiles à mettre en œuvre et des animations complémentaires pour faire adhérer le public visé à ces différentes actions. Voilà un petit peu la démarche SMTC Pro. Donc moi, Frédéric Camborieux, je suis chargé de relations avec les employeurs. Je suis l'intermédiaire entre la collectivité et les employeurs. Je suis là pour suivre et accompagner au mieux donc les employeurs volontaires à cette démarche. Et par le biais de cette démarche, nous mettons à disposition un certain nombre d'outils et une expertise pour faciliter au mieux le travail des employeurs. Voilà ma présentation. Je vous remercie. Merci Frédéric. Bien intéressant de voir comment des structures comme la vôtre et les collectivités intègrent les professionnels dans leurs réflexions en matière de mobilité. On peut voir que la mobilité est un sujet complexe, alors qui touche les trajets domicile-travail, comme vous l'avez très bien dit, mais aussi d'autres façons, et que donc il faut se pencher de façon large et globale. Donc afin de remédier à cela, certaines structures proposent des prestations clés en main qui permettent d'accompagner les dirigeants sur l'ensemble des étapes de changement de mobilité. Je laisse donc la parole à Monsieur Martin Thiollier de l'entreprise Wattea by Michelin. Merci Baptiste, et merci à tous d'être là. Oui, Martin Thiollier, je suis en charge des ventes et des opérations chez Wattea by Michelin. Et Wattea by Michelin, ce sont des solutions de mobilité électrique pour les flottes de véhicules utilitaires. Donc je vais aller un peu plus dans le détail avec vous sur quels sont les éléments à prendre en compte pour une entreprise pour basculer, comment s'y prendre pour basculer d'une mobilité thermique à majorité thermique aujourd'hui vers une mobilité électrique. Et tout cela sans rupture d'activité, parce que l'idée, évidemment, c'est de pouvoir continuer à travailler. Pratiquement à l'identique de ce qu'on fait aujourd'hui, mais tout ça avec des véhicules électriques. Évidemment, on pourra parler d'opportunités aussi, parce qu'il y a des opportunités en basculant sur du véhicule électrique. Donc pour démarrer la présentation, le premier point, c'est comment opérer en véhicule électrique à l'identique du thermique. Ce que je disais à l'instant, c'est que si on bascule sur du véhicule électrique, mais sans pouvoir continuer à travailler comme avant, ou en dégradant le niveau de service pour ses clients, à ce moment-là, ce n'est pas une solution qui est pérenne et qui est acceptable. Et un premier point qui est extrêmement important, c'est la connaissance des usages. Connaissance des usages, il faut partir de là, on a parlé déjà dans la première présentation de M. Camborieux, mais c'est extrêmement important parce que c'est de là que va partir toute l'électrification. Connaissance des usages parce que il faut bien sûr savoir quelle est la distance maximale qui est faite par le véhicule tous les jours. On imagine tout à fait qu'un véhicule qui fait 500 km par jour sur autoroute va être compliqué à électrifier, alors qu'un véhicule qui va être majoritairement en cycle urbain sur des cycles de moins de 100 km va être beaucoup plus facile. Donc connaître cet usage, il est important. Connaître aussi quelles sont les routes qui sont prises. Est-ce que c'est des routes de campagne? Est-ce que c'est un cycle urbain? Est-ce que ce sont des autoroutes? Ça va changer beaucoup la facilité et la façon de s'électrifier. Et puis bien sûr, est-ce que ce sont des véhicules qui sont chargés? Beaucoup, pas beaucoup, et ça va impacter bien sûr l'autonomie des véhicules. Donc la connaissance des usages est extrêmement importante. Et d'expérience, on a des clients j'ai en tête un client qui nous disait qu'il ne pouvait pas électrifier parce que ses véhicules ne rentraient jamais au dépôt. C'était une grosse entreprise, donc ils ne voyaient pas les véhicules tous les jours. Il nous disait, en fait, mes véhicules ne rentrent jamais au dépôt, je ne peux pas électrifier mon parc. Avec des solutions télématiques, on est allé traquer l'usage réel de ces véhicules et on a vu qu'il y avait 20% des véhicules qui en fait rentraient tous les soirs au dépôt, ce qui facilitait beaucoup l'électrification. Donc connaître les usages, même si on pense les connaître, en fait, s'aider de télématique notamment pour les connaître, c'est un élément important. Le deuxième point qui est extrêmement important, c'est de bien connaître les véhicules et les véhicules électriques. Non, je suis toujours sur le premier slide, si vous pouvez revenir au slide d'avant. La connaissance des véhicules électriques, elle est extrêmement importante, puisque au-delà de...
le cycle WLTP que vous connaissez peut-être, ou l'autonomie WLTP, qui est l'autonomie, c'est un protocole standard pour savoir quelle est l'autonomie des véhicules, ben, elle ne va pas être suffisante. Il faut connaître l'autonomie des véhicules, là aussi, en cycle urbain ou en cycle autoroutier. Il faut connaître l'autonomie des véhicules chargés ou pas chargés. Et il va y avoir beaucoup d'impact. Il faut connaître l'autonomie des véhicules par température positive ou par température négative aussi. Et donc là aussi, nous on teste les véhicules et on a vu que sur 2 véhicules, alors j'ai en tête 2 véhicules de 11 mètres cubes qu'on a comparés, on a vu qu'il y a un véhicule qui était très performant sur des cycles autoroutiers à mi-charge, et il était vraiment meilleur que l'autre. Inversement, cet autre véhicule était bien meilleur en cycle urbain très chargé. Donc quand on connaît les usages et qu'on plaque la connaissance des véhicules dessus, ça permet déjà de mettre une cale et d'opérer en électrique pratiquement à l'identique du thermique. Le troisième élément qui est extrêmement important, c'est le déploiement de solutions de recharge qui sont adaptées. Une fois qu'on connaît les véhicules, une fois qu'on connaît les usages, on va pouvoir plaquer une solution de recharge qui va permettre d'opérer quasiment à l'identique du thermique. Véhicule thermique, c'est simple. Tout le monde sait comment on se recharge en véhicule thermique. Vous avez votre jauge qui indique que vous n'avez plus beaucoup d'autonomie. Vous allez à la station-service, 5 minutes, vous faites votre plein. Et la façon de faire un plein, que vous fassiez 1000 km par jour ou 60, que vous soyez sur autoroute ou sur un cycle sinueux, eh ben, ça n'a absolument aucun impact sur la façon dont vous allez vous recharger. En véhicule électrique, on parle de recharge 360 degrés parce que la recharge va être fragmentée. À un usage va correspondre à un type de recharge. Donc je vais prendre un usage simple, mon véhicule fait pas beaucoup de kilomètres par jour, il part du dépôt tous les matins ou de l'entreprise tous les matins et il rentre à l'entreprise tous les soirs. Eh ben, il y a une façon assez simple de le faire, j'installe une borne à mon dépôt, je vais pouvoir le recharger pendant la nuit et on va faire en sorte qu'elle ait la bonne puissance cette borne. Et c'est terminé, on peut opérer en électrique à l'identique du thermique. Il y a d'autres usages où le véhicule ne rentre pas au dépôt. À ce moment-là, il faut peut-être installer une borne au domicile du salarié, il y a des solutions pour ça. Quand c'est possible, mais parfois le salarié il habite en habitat collectif, en immeuble, il n'est pas possible d'installer une borne. À ce moment-là, il y a d'autres solutions. Il y a de la recharge en itinérance, c'est la partie rouge et orange sur le slide. On va aller sur des bornes de recharge publiques, qu'elles soient à puissance normale, j'ai envie de dire, ou à puissance rapide, c'est la charge rapide qui est importante. Et puis, on peut imaginer aussi, et c'est là-dessus qu'on travaille, nous, à Watèa by Michelin, c'est des bornes qui soient plus mobiles et qu'on soit capable d'aller mettre sur le chantier, sur le lieu où sont les véhicules pendant la journée, alors que ce chantier, potentiellement, il peut bouger d'une semaine sur l'autre. Donc, mon message ici, c'est que en connaissant bien les usages, en connaissant bien les véhicules, on va pouvoir aller plaquer des solutions de recharge qui répondent à l'usage, et ça va nous permettre d'opérer en électrique à l'identique du thermique. D'accord ? Ça, c'est le premier point. Si on va sur le slide suivant, ce qui est extrêmement important, c'est de ne pas considérer que basculer sur de la mobilité électrique, c'est juste un choix de technique. D'accord ? Donc, écoutez, vous aviez des véhicules thermiques, vous avez des véhicules électriques aujourd'hui, on continue comme avant. Pas du tout, c'est une véritable conduite du changement, et on en parlait aussi dans la présentation d'avant, c'est un véritable changement pour l'ensemble de l'entreprise. Alors, comment s'y prendre ? Eh bien d'abord, en associant les personnes qui vont être quotidiennement touchées par cette mobilité électrique. Il va falloir les accompagner, déjà les former aux véhicules électriques, même les associer en amont du projet. Chez les clients avec lesquels nous avons avancé, on avait sélectionné quelques bases et quelques chauffeurs ou quelques techniciens qui étaient moteurs pour aller sur cette mobilité électrique, qui ont pu bien nous expliquer quelles étaient les contraintes. Et puis, on est allé, quand on leur a remis le véhicule électrique, on leur a mis le véhicule entre les mains pour qu'ils sachent comment ça marche et pour les aider à gérer l'autonomie. On leur a fourni aussi des outils pour gérer l'autonomie. Alors, c'est quoi ? C'est finalement, ça paraît assez simple. C'est est-ce que je peux aller d'un point A à un point B ? C'est ce que j'appelle la zone atteignable sur le slide. Donc, on va aller fournir des outils aux chauffeurs et aux gestionnaires de parc d'ailleurs, ou aux patrons de l'entreprise, pour dire oui, vous pouvez aller entre Clermont-Ferrand et Thiers, par exemple, avec l'autonomie de la batterie que vous avez actuellement, ou la charge de la batterie, puisqu'on sait, on est connecté, et donc on sait que la batterie est chargée à 30% par exemple, avec la déclivité, parce qu'évidemment plus la route monte, moins on va faire de distance, et puis avec la température, on évoquait l'impact de la température sur l'autonomie du véhicule, et donc on va prendre ces éléments et dire au chauffeur, oui, vous pouvez y aller ou non. Ça, c'est un élément de rassurance très fort.
Parce que ce que craignent à la fois les gestionnaires de parc, mais aussi les techniciens ou ceux qui utilisent les véhicules, c'est tout simplement de ne pas rentrer à la maison le soir, quoi. C'est de ne pas être au dîner avec leur famille, c'est de rater leur programme télévision préféré. C'est assez simple, mais finalement, quand on l'utilise au quotidien, c'est ça qui va remonter. C'est une crainte de ne pas pouvoir faire des choses aussi personnelles. D'accord? Donc, donner cette information, c'est important. Guider vers des bornes disponibles. Donc, je ne peux pas rentrer au dépôt, je suis à Thiers, je dois rentrer à Clermont, je n'ai pas assez d'autonomie pour rentrer. Où je vais me recharger? Il faut donner cette information et s'assurer qu'on n'envoie pas le véhicule vers une borne qui est capable d'accueillir des véhicules de tourisme et pas des véhicules qui font 10 mètres de long. D'accord? Donc ça aussi, c'est des éléments de rassurance très forts et ça va permettre de gérer l'autonomie beaucoup mieux, à la fois pour le gestionnaire de parc et le chauffeur, parce qu'arriver avec 5% de batterie restante sur une borne et dans un emplacement dans lequel on ne peut pas rentrer avec son véhicule utilitaire, c'est un problème. Ça veut dire que c'est une panne. D'accord ? Et puis bien sûr, c'est donner des alertes sur l'autonomie, puisque si le véhicule ne peut pas rentrer au dépôt, il faut bien sûr donner l'information au gestionnaire de parc et au chauffeur. Ça passe aussi par donner l'information, j'ai un véhicule sur un parc, il est censé être en train de charger, d'accord ? J'ai mon véhicule sur mon parking, il est censé être en train de charger. En fait, il ne charge pas. Remonter cette information au patron de l'entreprise, c'est important, parce que c'est lui dire attention, si rien n'est fait d'ici demain matin, votre véhicule ne va pas partir, vous ne pourrez pas facturer, vous ne pourrez pas rendre le service au client que vous souhaitez rendre. D'accord ? Et puis le dernier point, c'est un accompagnement dans la durée, avec la flotte, elle évolue, les cycles, ils vont évoluer, et donc il faut accompagner la flotte dans la durée, bien calibrer les besoins, et puis supporter l'entreprise dans le long terme. Donc il y a des solutions. Mais attention, c'est pas juste un choix technologique, c'est bien un choix d'entreprise et il faut bien accompagner tous les acteurs. Le dernier point, c'est parce qu'il y a bien sûr une notion de, alors on parle de TCO, Total Cost of Ownership, ou de coût de la mobilité électrique. L'idée, c'est comment faire pour apporter de nouveaux services et quelles sont les opportunités aux véhicules, grâce aux véhicules connectés, parce qu'il n'y a pas de mobilité durable sans véhicules connectés. D'accord ? On va les connecter les véhicules et ça va donner beaucoup d'opportunités. Pour arriver à baisser les coûts. La mobilité électrique, on va y venir juste après, aujourd'hui elle est sensiblement plus chère que la mobilité thermique. Donc on va utiliser le fait que le véhicule est connecté, pour faire ce que je vous ai expliqué juste avant, on va utiliser le fait que le véhicule est connecté pour aller apporter d'autres services qui vont permettre de compenser cet écart de coût. Par exemple en partageant le véhicule et en le rendant polyvalent. Le fait on a chez nos clients des flottes par exemple qui sont sur la livraison du dernier kilomètre, des grands noms du e-commerce qui nous ont pris des véhicules, qui nous disent écoutez nous en novembre, décembre, j'ai besoin de beaucoup plus de véhicules, et beaucoup plus de véhicules parce qu'il y a Noël, parce qu'il y a le Black Friday, etc. Vous connaissez tous. Et ça, ils ont du mal à absorber ces pics d'activité. Dans la même ville, parce que je parle de Grenoble, là, où j'ai un client de ce type-là, dans la même ville, j'ai aussi un client qui est dans le domaine du BTP qui me dit exactement l'inverse. Il me dit, écoutez, moi, à partir de décembre, l'activité elle commence à baisser, parce que la météo ne nous permet pas de faire notre métier comme avant. Je ferme l'entreprise du 15 décembre au 7 janvier. J'ai pas besoin de véhicule, or je continue à payer pour mes véhicules. Le fait de partager le véhicule, de rendre ce partage possible, va permettre, quelque part, alors déjà au sein de l'entreprise, mais aussi inter-entreprise, d'arriver à, pourquoi pas, sous-louer ce véhicule à d'autres entreprises. On est en train de travailler là-dessus, pour rendre cela possible et permettre de baisser le coût de la mobilité électrique. Un autre élément important, pour rendre cette mobilité, parce que vous imaginez bien qu'un véhicule du BTP et un véhicule de la livraison du dernier kilomètre, il n'est pas équipé de la même façon. Il y a des outils dans le véhicule de BTP, il y a même des éléments qui sont installés en dur, on ne peut pas les retirer. Raison pour laquelle des solutions d'aménagement du véhicule interchangeables vont rendre ce partage possible. Et donc on a travaillé on a déposé les brevets pour un aménagement qu'on peut enlever du véhicule en 5 minutes à une personne, qu'on va pouvoir enlever du véhicule et puis mettre dans un autre véhicule ou tout simplement le laisser sur le parking. Ça va rendre possible le fait de partager les véhicules. Ça va rendre possible aussi le fait de... j'ai un problème sur un véhicule, une panne sur un véhicule, ça peut arriver. Je peux retirer l'aménagement, le mettre dans un autre véhicule et opérer. D'accord ? Donc je vais être plus efficace, je vais éviter de perdre de l'argent à cause de ça. Donc ça va, le fait de cette alliance entre du digital et puis du physique avec cet aménagement de véhicules interchangeables va rendre des choses possibles. Je discutais avec un client qui me disait mais votre solution elle m'intéresse aussi parce que
Finalement, je vais pouvoir enlever mon atelier mobile, le laisser sur le parking d'un client, et utiliser mon véhicule pour quelque chose d'autre pendant la journée. D'accord? Donc je rends mon véhicule polyvalent, donc je peux faire plus de choses avec mon véhicule, et potentiellement je peux avoir moins de véhicules d'ailleurs dans ma flotte. D'accord? Ça va être un des avantages. Véhicule connecté veut aussi dire possibilité de remonter de l'information. C'est le troisième point sur le slide, c'est l'inventaire du matériel connecté. La perte d'outils, la perte de matériel, ça arrive à beaucoup de nos clients. Et donc le fait d'utiliser le fait que le véhicule soit connecté pour remonter de l'information, par exemple, qu'est-ce qui est dans mon véhicule à l'instant T, ça va permettre d'éviter de perdre du matériel, ça va permettre de s'assurer d'avoir le bon matériel pour faire les opérations sur le site de mes clients, et donc ça va permettre d'économiser un certain nombre de coûts. D'accord. Ouverture à distance, ça c'est des choses qui peuvent aussi être mises en œuvre. J'ai mon véhicule connecté, je peux aussi donner l'accès à une tierce partie à mon véhicule, par exemple pour qu'il soit chargé avant l'arrivée de mes chauffeurs. Il y a un fournisseur qui vient, je donne l'accès juste à l'arrière du fourgon, il peut ouvrir le véhicule, charger le véhicule, et ensuite quand mes chauffeurs, mes techniciens arrivent, eh ben, je peux commencer à opérer. Donc je suis plus efficace, j'ai pas perdu d'énergie à aller quelque part pour charger mon véhicule, parce que du coup je conserve toute mon autonomie pour faire mon métier. Puis bien sûr, la sécurité contre l'infraction, avec un véhicule connecté, on va pouvoir faire en sorte qu'il y ait des alertes qui remontent en cas d'infraction, et là aussi c'est vecteur de baisse d'un certain nombre de coûts. Donc utilisons le véhicule connecté, ça va nous permettre de remonter un certain nombre d'informations, ça va donner des opportunités pour baisser les coûts. Et si on va plus précisément sur les coûts, ça sera mon dernier slide, c'est qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui la mobilité électrique en termes de coûts. Alors à gauche, c'est ce que j'ai appelé la légende urbaine, c'est parfois on entend ouais, la mobilité électrique c'est 4 fois plus cher que la mobilité thermique. Non, c'est pas vrai. Quand on le dit, c'est qu'on compare pas des choses comparables. On va comparer d'un côté juste le loyer financier d'un véhicule, le loyer d'un véhicule diesel, avec tout ce qu'il faut pour mettre en œuvre un véhicule électrique. Bien sûr, on va le louer. Là, je suis bien dans le cadre d'une location ici. On va le louer, mais il va falloir installer une borne, il va falloir de l'électricité, il va falloir l'assurer ce véhicule. Donc bien sûr, il y a des coûts. La partie gauche, évidemment, elle n'est pas vraie. La partie droite est plus proche de la réalité. Là, on est bien sur un véhicule utilitaire. Voilà, ça va varier, évidemment, entre un 3 mètres cubes, un 6 mètres cubes ou un 11 mètres cubes, ou plus. Mais on va être de l'ordre de 15, 20, 25% d'écart en termes de coût entre un véhicule électrique et un véhicule thermique. Ce qui va changer, en fait, c'est que le véhicule en lui-même est plus cher, ce qui fait que le loyer financier est plus cher sur un véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique. Par contre, on va faire de l'économie sur l'énergie. Donc plus on va rouler, plus les courbes vont se rapprocher quelque part, et moins l'écart va être important entre un véhicule électrique et un véhicule thermique. Donc ça c'est important, et on s'aperçoit que c'est finalement les coûts, du coup l'écart de coûts qu'on a, on va arriver à le compenser avec ce que j'ai présenté juste avant, en profitant du fait que le véhicule soit connecté. Du coup, en étant capable de le partager, en étant capable de remonter de l'information des véhicules, et donc potentiellement d'économiser un certain nombre de postes de coûts pour l'entreprise. Donc voilà, donc on va élargir quelque part le concept. D'habitude, on regarde juste les coûts liés au véhicule, et il va falloir prendre d'autres coûts en compte en disant, tiens, en utilisant au maximum ce véhicule, je vais arriver à être plus efficace, et à économiser d'autres coûts. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le TCO, voilà ce que je voulais dire. Puis bon, le dernier point, c'est ce qu'on fait nous, c'est sur le dernier slide, c'est que c'est notre vocation en fait d'accompagner nos clients avec bien sûr la mise à la route de véhicules électriques, mais après une étude des usages. Je reviendrai là-dessus parce que quelle que soit la solution qu'on veut mettre en œuvre, il faut bien connaître les usages, avec des solutions de recharge qui soient adaptées, qui ne sont pas seulement une borne au dépôt. D'accord. Je reprends l'exemple d'un client qui me disait j'ai réglé l'électrification de mon parc puisque j'ai installé des bornes dans tous mes dépôts. En fait, il s'avère qu'il n'y avait que 12% de ces véhicules qui rentraient tous les soirs au dépôt. Donc il avait réglé que 12% du problème. Donc effectivement, une solution de recharge adaptée. Et puis, on va aller mettre un bouquet de services à la carte pour optimiser la productivité. Et puis tendre vers la neutralité économique, c'est-à-dire avoir une mobilité électrique qui est à peu près au même prix que la mobilité thermique. Dernier point, c'est l'accompagnement. Quelle que soit la solution que vous choisissez d'être accompagné, parce que c'est pas juste une solution technique ou un changement technique, c'est bien un accompagnement global de l'entreprise qu'il faut mettre en œuvre. Voilà. Merci Monsieur Thiollier, c'est très intéressant, et vous disiez justement, changer sa mobilité, c'est un choix d'entreprise. Il ne s'agit pas juste d'acheter un nouveau véhicule avec un coût important, il y a une vraie réflexion à avoir, et
des structures aident à chaque échelle pour mener cette réflexion. Donc je me tourne vers vous maintenant, Monsieur Gillon, bonjour. Vous représentez GRDF, qui est une société de distribution de gaz française. Alors le gaz est une ressource clé pour le futur mix énergétique français et européen. À l'instar de Watèa by Michelin sur la partie électrique, quels sont vos dispositifs d'accompagnement, ce package que vous proposez aux entreprises qui souhaitent se lancer dans la filière gazière? Bonjour Baptiste, merci de l'invitation et de la sollicitation, merci à la CCI pour ça. Ces temps d'échange sont toujours importants. Philippe Gillon, effectivement, je suis ingénieur d'affaires mobilité chez Gaz Réseau Distribution de France. Alors, donc nous, on a plus un rôle d'accompagnement sur les usages, on ne vend pas de solution en tant que telle. Alors ce qui me rassure dans ma présentation et dans l'approche de ce que je vais présenter, c'est qu'on est très très proche dans l'approche de Watèa by Michelin. Donc ça me rassure. Tous les acteurs de mobilité, ça a été très bien dit tout à l'heure, on part de l'usage pour arriver à une solution et l'accompagnement est effectivement primordial. Donc je m'excuse donc par avance, je ferai un peu de redite par rapport à ça parce que c'est tellement clé et tellement important et indispensable. Donc voilà, ça c'était le préambule. Je vais juste resituer, j'ai mis une petite présentation sur ce qu'est le GNV parce que c'est connu sans être connu finalement. Le GNV est la bannière globale du gaz naturel véhicule. Et on le dit et on insiste et on le répète, ce n'est pas du GPL, ce n'est pas du gaz de propane ou de pétrole liquéfié, avec tout ce que ça a véhiculé dans l'imaginaire collectif sur la sécurité liée au GPL. Donc on ne parle absolument pas de ce produit. On parle d'un produit gazeux sous sa forme GNC, gaz naturel compressé. C'est celui qu'on porte nous en tant que GRDF, distributeur de gaz. Et il a une particularité physique, c'est quand vous le mettez à très basse température, vous pouvez aussi le rendre à l'état liquide. Et là, on va aller sur une mobilité un peu plus lourde, sur des transporteurs routiers de marchandises. D'ailleurs, on a une station sur Clermont-Ferrand qui vient d'ouvrir au Gravenche, qui est dédiée au GNL, au gaz naturel liquéfié. C'est important de bien le repréciser pour vraiment savoir de quoi on parle. C'est une mobilité sur l'agglomération de Clermont qui est connue. Hein. On avait une personne, M. Camborieux du SMTC. Les bus urbains de Clermont tournent depuis plus de 20 ans hein, avec cette solution. Donc on n'est pas sur une nouvelle solution. Ce qui va être nouveau dans l'approche de l'utilisation du gaz, le gaz en tant que tel, c'est une énergie fossile, il ne faut pas se mentir. Hein, c'est pas l'énergie aujourd'hui la plus mise en avant. Hein. On sait qu'on va sortir du fossile dans les années à venir. Et c'est sur donc, le slide suivant. La particularité nouvelle et vraiment le développement sur lequel on veut aller, c'est qu'aujourd'hui, on peut effectivement décarboner ce gaz via le gaz issu de la méthanisation. Donc là, il s'appellera le bio-GNV. On a une dynamique qui est extrêmement importante, hyper soutenue. Moi, ça fait 5 ans que je suis chez GRDF. Il y a 5 ans, on avait quasiment pas ou peu de projets. En l'espace de 5 ans, hein, comme c'est marqué, on a plus de 350 projets qui injectent, enfin de sites qui injectent sur le réseau. Et on a plus de 1000 projets qui sont en instance. Qui dit un instant, c'est-à-dire qu'ils ont été validés, qui sont où ils vont être en cours de construction. Et c'est là tout l'enjeu, c'est d'aller sur cette mobilité. C'est pas tant le GNV qui est important, c'est vraiment le bio-GNV et sa partie décarbonée du carburant qu'on va proposer, parce que ça sera une vraie réponse complémentaire à d'autres usages, comme on a vu sur l'électricité, sur l'hydrogène demain, et on aura une carte à jouer aussi, et notamment sur la mobilité un peu plus lourde, à partir du 3,5 tonnes, mais on le verra tout à l'heure aussi sur la partie véhicule léger, quoi. Donc très, très brièvement, je vais passer, hein, j'ai remis en synthèse sur le slide suivant la problématique ZFE, parce que finalement, c'est ce qui anime grandement aujourd'hui nos interlocuteurs, nos collectivités, les clients utilisateurs finaux sur ce qu'ils vont devoir faire. C'est ce qui les oblige à bouger, à faire des choses pour demain. On est sur une région qui est très très impactée par la ZFE. Hein. On en a 2 qui sont très importantes sur la métropole de Lyon et de Grenoble, mais il y a aussi Saint-Étienne, il y a la vallée de l'Arve, il y a Clermont-Ferrand. Enfin voilà, donc c'est un vrai sujet sur notre région. Je vous ai remis en synthèse un peu ce qui est important à retenir en termes de calendrier. Et ce pourquoi la solution bio-GNV est intéressante, c'est qu'effectivement elle est éligible aux critères 1 et donc qu'elle répond complètement à la problématique de la ZFE.
On le retrouve sur le slide suivant avec des temporalités. Ça a longtemps été une chimère, hein, la sortie du diesel dans les ZFE, ça l'est plus. Moi, je vais souvent dans la métropole lyonnaise, c'est très prégnant maintenant. On a des voies maintenant dédiées aux véhicules propres, hein. Quand vous rentrez dans Lyon, sur l'approche de Fourvière, ben, la troisième voie, elle est exclusive au covoiturage et aux véhicules critères 0 et 1. Donc c'est une réalité aujourd'hui, et il faut que tout le monde vraiment en prenne conscience. Donc la partie évoquée tout à l'heure sur l'accompagnement, l'anticipation, sur bien choisir, bien se structurer pour choisir la bonne solution, elle se décide finalement maintenant. Voilà, donc je vous ai resynthétisé un petit peu sur le dernier slide les avantages et la typologie des véhicules qu'on couvre et leur autonomie. Ce slide-là sera en lien avec l'approche effectivement qu'on peut mener et qu'on pourra mener en partenariat avec vos entreprises. Globalement, on couvre toute la gamme de véhicules, de véhicules légers à véhicules lourds, avec quand même un champ d'action sur du 3,5 tonnes à 44 tonnes de manière un peu plus prépondérante. Le VUL a un tout petit peu moins d'offres. On retrouve un peu d'offres quand même sur le véhicule léger, donc il y a une vraie solution sur la partie véhicule léger. On a deux marques distinctes qui sortent du lot chez Seat et le groupe Volkswagen avec Skoda et enfin, tout l'ensemble du parc VAG globalement. Voilà, ce qui permet quand même d'avoir une réponse à pas mal d'interrogations que vous pouvez rencontrer. Donc bon, je vous laisserai prendre connaissance de ce qu'il y a. On ne va pas forcément les détailler là, mais voilà, c'est une vraie solution avec des avantages. Il y a aussi des points négatifs, hein, on ne les a pas occultés, hein, c'est le surcoût à l'achat et une maintenance qui reste encore un tout petit peu plus chère. Mais on verra dans l'approche qu'on mène après avec vous, entreprise, on s'aperçoit que finalement ces deux petits points orange sont vite gommés par l'utilisation que vous pourrez avoir du véhicule. Donc après, en tant que GRDF, si vous voulez, comme je disais tout à l'heure, on sera une aide à la décision. C'est vraiment comme ça qu'il faut nous percevoir. C'est-à-dire que nous, on ne vous vendra pas un véhicule, on ne vous vendra pas une solution clé en main avec des véhicules, des solutions d'avitaillement. On va étudier tout ça avec vous. Le rôle d'accompagnement, il est primordial. Il part essentiellement et quasiment exclusivement de l'usage. C'est là où je vais faire de la redite, mais c'est à mon sens primordial. On parle de votre usage, comment vous utilisez vos véhicules. Effectivement, s'ils rentrent le soir au dépôt ou s'ils ne rentrent pas au dépôt, c'est un point important. On travaille beaucoup avec les autocaristes. Il y a des autocars qui ne rentrent pas tous les soirs sur site. Il y a des chauffeurs qui gardent les véhicules. Donc on ne va pas gérer ce problème-là de la même manière qu'un véhicule qui rentre tous les soirs au dépôt. On travaille globalement sur 4 axes avec vous sur l'étude de plan de transport qu'on peut faire. Donc on part de l'usage. Après, on regarde la solution d'avitaillement qui va être liée à l'usage que vous avez. Donc, on a deux sources principales d'avitaillement possibles. Là encore, un petit peu similaire à ce que vous trouvez en élec, c'est-à-dire une source d'avitaillement en dite charge lente ou charge rapide mais privative que vous allez mettre chez vous, et la structure d'avitaillement public, ce qu'on est en train de monter, et ce qu'on a plutôt bien réussi sur le Puy-de-Dôme, puisqu'on a 3 stations aujourd'hui entre Rion, l'incinérateur du Veltom et le site des Gravenches, qui sont dotés aujourd'hui de stations publiques poids lourds et VL pour le gaz. On regarde ensemble aussi la partie véhicule, hein, parce que c'est aussi important. On a longtemps eu une carence dans les véhicules, c'est-à-dire qu'on n'avait pas une réponse en gaz sur toutes les typologies et utilisations sur les véhicules. Aujourd'hui, c'est plus vrai. On couvre quasiment l'ensemble des besoins, du TP au transport routier de marchandises jusqu'aux véhicules légers. Et on regarde aussi la partie énergie. Le gaz a ses codes d'achat. On n'achète pas du gaz naturel comme on achète du gasoil. Les gestionnaires de flotte aujourd'hui ont des contrats des fois au jour le jour. Alors ça dépend de la taille, hein. Certaines entreprises ont des comptes ouverts dans des réseaux de carburantiers classiques et payent en fin de mois sur des paiements dits conventionnels. Et puis d'autres gestionnaires de flotte avec des volumes plus importants ont des achats qui des fois peuvent être quotidiens, hein. Sur le routier de marchandises, c'est pas rare de retrouver ça. Sur le gaz, on peut avoir une approche complètement différente. Donc la structure d'achat du gaz et la façon dont
on achète le gaz, elle a son importance. Et on le voit encore plus avec la période qu'on traverse aujourd'hui. Bien acheter votre gaz, ça a aussi des impacts hyper positifs. Si vous avez sécurisé votre volume de gaz il y a 6-8 mois, quand le gaz était peu cher, ben, vous traversez aujourd'hui la période avec des coûts d'énergie qui sont extrêmement bas. Alors que si vous avez une approche un peu plus attentiste et que vous allez au coup par coup, aujourd'hui, vous payez votre énergie très cher. Donc c'est un point très important. C'est vraiment les trois leviers, hein, l'offre véhicule, l'offre d'avitaillement et la partie énergie qui sont pris en compte. Et donc après, ce qu'on propose dans ce plan d'accompagnement aux entreprises, le plan de transport, c'est vraiment après de rentrer dans le détail, véhicule par véhicule, consommation par consommation. Est-ce qu'il est plus adéquat à une solution gaz? Alors après, si on va pas étudier les autres solutions, mais on se permet quand même de donner notre avis. Il y a effectivement des véhicules qui sont plutôt, de notre point de vue, tournés sur une mobilité plutôt électrique, l'ultra-urbain. On n'a pas forcément, nous, une réponse en gaz là-dessus très, très adaptée. Par contre, on trouve notre place sur d'autres usages. On va rentrer dans le détail après avec vous. Et on va faire ce qu'on appelle un plan de transport et on va étudier ça dans le détail. Voilà. Merci, Monsieur Gillon. Alors, maintenant nous arrivons à la fin des différentes présentations. Donc, je vois qu'il y a quelques questions qui ont été posées. Alors, la première concerne Monsieur Thiollier pour Watèa Bas Michelin. Bonjour, quel est le nombre de véhicules dans l'entreprise pour bénéficier de la solution Watèa? Alors, il n'y a pas de nombre. On a des clients qui sont des petites entreprises, d'autres clients qui sont de très grandes entreprises. Donc, on parle de flottes qui ont 5 à 10 véhicules pour les plus petites, jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de véhicules chez nos clients aujourd'hui. Donc, il n'y a pas du tout de nombre minimum. Et la démarche, finalement, va être quelque part la même pour identifier quelles sont les meilleures solutions. J'en profite pour préciser d'ailleurs que j'ai parlé beaucoup de batteries, enfin de véhicules électriques à batterie aujourd'hui, mais électriques à hydrogène dès demain et même dès aujourd'hui, puisqu'on a reçu ce matin le premier e-expert hydrogène donc du groupe Stellantis qu'on a ici à Clermont-Ferrand, et donc on est ravis de l'avoir. Donc ça va permettre de répondre à d'autres usages, sur des usages avec des cycles qui sont plus longs, qui sont difficilement électrifiables avec des véhicules électriques à batterie, qui seront potentiellement électrifiables avec des véhicules électriques à hydrogène. Donc du BTP, de la livraison du dernier kilomètre, de la maintenance, quelle que soit la taille de la flotte. Avec grand plaisir. Parfait. J'espère que ça a répondu à votre question. Alors j'ai une autre interrogation concernant le GNV cette fois. En transport routier de voyageurs, les premiers éléments de consommation relèvent pas qu'avec 1 kg de gaz permettant de parcourir à la même distance qu'un litre de gazole. Le coût ne semble pas être équivalent à celui du diesel. Alors est-ce que, Monsieur Gillon, vous pouvez peut-être apporter des compléments d'information? Oui, tout à fait. Je crois que c'est Monsieur Giron que j'avais eu l'occasion de rencontrer qui a posé cette question. Il y a deux questions en une. Effectivement, on part d'un ratio on fait la même chose avec avec 1 kilo de gaz, on fait la même chose qu'avec 1 litre de gasoil. C'est une moyenne, des fois plus basse, des fois plus haute. Donc c'est le principe de la moyenne. Donc on retient ce chiffre-là. Grosso modo, un autocar qui fait 33 litres au 100 fera 33 kg de gaz au 100 et on arrive sur des autonomies de véhicules qui sont autour de 550, 600 km sur cette typologie de véhicules. Après, sur le coût, c'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, on traverse une crise gazière et une crise énergétique plus globale. Hein. L'électricité est dans la même tourmente que nous en ce moment, le CO2 aussi. Enfin, on traverse une crise jamais vue. Hein. Moi, je travaillais dans le monde de l'énergie déjà en 2009 sur de la vente de contrats de gaz aux gros sites industriels. Même en 2009, on n'avait pas des prix de gaz à ce niveau-là. On est à x6, x7 hein, par rapport à ce qu'on avait en début d'année. Donc c'est vrai, il ne faut pas chercher à se cacher derrière son petit doigt. Hein. Le prix affiché sur la station de Cournon, je suis passé ce matin, on est à 2,15 € le kilo. On n'est pas du tout sur un prix du kilo qui permet une rentabilité de manière ponctuelle sur l'utilisation du véhicule. Et le mot ponctuel est vraiment important parce qu'on n'est pas sur le gaz sur une hausse structurelle du marché. On est sur une hausse qui est a priori pas pérenne dans le temps,
qui correspond à des problèmes géopolitiques actuels de forte tension entre Gazprom et l'Allemagne, essentiellement. La montée des prix du CO2 aussi, qui fait qu'on réactive des tensions sur les approvisionnements de gaz. Enfin, voilà. Mais structurellement, on n'était pas sur un marché du gaz haussier en début d'année. On avait des prix de gaz qui étaient même extrêmement bas, anormalement bas d'ailleurs. Là, on est dans l'anormalement haut, mais au début d'année, on était dans l'anormalement bas. Et la meilleure preuve que les marchés puissent nous donner, c'est que si on regarde aujourd'hui les tendances du marché du gaz à terme, les CAL 22, les CAL 23, les anticipations faites par le marché sur les prix du gaz, on a un retour à la quasi-normalité sur 2023. Vous avez un prix de gaz qui se négocie autour de 23 à 24 euros, là où il est à 96 euros en ce moment, quoi. Donc ça, c'est des bons indicateurs. La seule chose qu'on ne peut pas donner avec certitude, et si j'avais la réponse à cette question, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui pour vous en parler, mais j'aurais fait fortune ailleurs, c'est la petite boule de cristal qui nous dit c'est quand on va sortir de cette crise. On peut en sortir dans un mois, on peut en sortir dans 2 ou 3 mois. On pressent quand même qu'en sortie de printemps, on sera redevenu à des cours normaux. Et on retrouvera ça dans les prix affichés aux stations, où on n'aura plus ce chiffre 2 devant le prix du kilo. Alors, juste pour compléter ce que vous disiez, si je peux prendre quelques minutes, parce qu'au-delà du coût de l'énergie, vous parlez du coût de l'énergie, effectivement, qui peut être ponctuellement assez élevé sur certaines énergies, ce qu'il faut prendre en compte quand on compare une solution par rapport à une autre, c'est aussi le coût du véhicule. Et la valeur résiduelle du véhicule. Aujourd'hui, toutes les comparatifs sont faits sur des valeurs résiduelles des véhicules diesel qui sont à certains niveaux, mais il faut savoir que dans le temps, alors d'abord le prix du diesel aussi est en train d'augmenter fortement, qui peut être aussi peut-être ponctuel, mais bon, par contre la valeur d'un véhicule à l'issue des 3 ans, 4 ans, quand on est sur de la location, un véhicule diesel va avoir tendance à s'effondrer puisque ces véhicules ne trouveront plus de repreneurs. D'accord ? Donc quand on va comparer des solutions, il faut bien prendre aussi en compte, au-delà de l'énergie, le fait qu'on compare aujourd'hui avec des hypothèses qui vont changer dans le temps, et on sait très bien la direction, pour le coup, que ça va prendre, les valeurs résiduelles des véhicules thermiques. Alors moi je parle de camionnettes, mais sur d'autres types de véhicules aussi, va avoir tendance à baisser. Oui, la notion de conjoncture est importante. Mais c'est déjà vrai en région parisienne. Hein. Ouais, totalement, tout à fait. Les loyers de certaines banques, les LOA qui incluent la valeur résiduelle de reprise du véhicule, augmentent en gasoil, là où elles baissent sur les véhicules de véhicules dits de transition énergétique. Exactement. Parce que revendre un véhicule à Paris dans 4 ans, quand la ZFE sera vraiment en place, que vous ne pourrez plus rentrer avec votre véhicule gasoil dans le cœur de Paris, ben ça sera un vrai problème. Si vous n'avez pas de système de réassort sur d'autres sites, ça peut être un vrai problème. Effectivement, c'est important de le dire. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que la simulation pourrait être plus favorable avec un moindre usage de la recharge en itinérance? Alors, c'est une question pour Watèa. Ou est-ce à cause du coût de l'IRV en entreprise, maison? Pouvez-vous nous spécifier ce que c'est que En fait, l'IRV? alors, l'IRV, c'est le fait d'installer des bornes de recharge, des infrastructures de recharge en entreprise ou à la maison. Donc, effectivement, l'usage de la recharge en itinérance ou le coût de la recharge en itinérance, il est très variable en fonction de l'endroit où on va aller se recharger. Et puis, en fonction de si on va sur une borne forte puissance, le coût va être beaucoup plus important que si on va sur une borne qui est de moins forte puissance. Et en fonction des opérateurs, il y a certains opérateurs qui disent pendant les 15 premières minutes c'est un certain coût, puis au bout de 15 minutes c'est plus cher. Voilà. Donc c'est très difficile de savoir quel est le coût de la recharge en itinérance. Alors nous, comment est-ce qu'on gère ça? Effectivement, on met dans nos offres un nombre d'heures en itinérance pour assurer à l'entreprise que lorsqu'elle en a besoin, et ça repart des usages, en fonction de son usage, dire tiens, oui, effectivement, ça passe 95% du temps, ça passe sans se recharger en itinérance, mais il y a bien quelques fois où vous allez dépasser. Nous, on va inclure ça dans notre forfait mensuel, qui est un forfait tout compris, et ça va permettre finalement de lisser les coûts, et on est sûr que ce qu'on paye chaque mois, ça va pas être différent d'un mois sur l'autre, ça va être la même chose, quoi. D'accord ? Donc effectivement, la recharge en itinérance, ça peut être plus cher. Et dans ces cas-là, on va aller calibrer et mettre juste le bon montant de recharge en itinérance dans nos forfaits. Mais c'est très variable, ça évoluera aussi avec le temps. D'accord. Il y a un point qui est soulevé par M. Giron, plus en remarque, effectivement, les critères d'appel d'offres, je vois très précisément à quoi il fait référence.
sur la partie environnementale, il faut qu'il y ait des appels d'offres qui soient en cohérence avec les ambitions des entreprises et les contraintes qu'on leur impose dans le changement. Et on a eu un dernier appel d'offres sur la partie des cartes scolaires qui était effectivement encore très en faveur du gasoil. Et c'est dommage parce que c'est vrai que ça n'envoie pas forcément un bon signal. Donc si je sais pas, je vois la caméra est là, je vais m'adresser à M. Giron directement. On y travaille avec les services de la région parce qu'il y avait une compétence qui était départementale et qui est maintenant partie à la région. Et effectivement, il faut qu'il y ait une vraie cohérence entre tous les acteurs des mobilités nouvelles qu'on représente et les appels d'offres publics et les futurs DSP qui soient vraiment en cohérence avec tout ça, quoi. Et ça n'a pas été le cas l'année dernière. Il y a d'autres questions? Je pense qu'il est temps de clore ce webinaire. Alors, avant de vous en terminer, je voulais juste faire une remarque, puisqu'on a vu qu'il existe pléthore d'acteurs et d'outils pour traiter les différentes mobilités. Donc, je voulais dire que pour les entrepreneurs, les PME qui nous écoutent, que la CCI va prochainement lancer une visite énergie en 2022. Alors, ce n'est pas quelque chose aussi précis et de poussé que le type de prestation que vous trois vous proposez. C'est plus un outil qui va orienter l'entreprise et lui permettre de voir parmi les différents types de mobilité, marchandises, professionnelles, domicile-travail et mobilité des clients également, lequel de ces axes est le plus pertinent et le plus intéressant pour les entreprises et l'orienter vers après les bons acteurs et les bonnes prestations. Donc voilà, je remercie très chaleureusement M. Cambourieux, M. Gillon et M. Taulier d'avoir accepté l'invitation. Et il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et de bonnes fêtes.